Luffy, Naruto, Guts, Spike, la plupart des héros de manga et d'anime sont des hommes, et ça se comprend. Il y a 2 fois plus de garçons que de filles qui lisent des mangas, donc il faut que ce public puisse s'identifier. Et souvent quand on parle de l'industrie de l'animation japonaise, on imagine un milieu full testo. Mais si on vous disait qu'en réalité, 77% des mangaka sont des femmes. C'est ce qu'affirme une étude japonaise sur le sujet. Bon, le sondage est pas très large, donc c'est à prendre avec des grosses pincettes, mais quand même, c'est pas rien comme donnée. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que derrière des shonen que vous adorez se cachent des auteurs avec un E à la fin. Et vous allez voir que si vous avez l'impression qu'on vous l'a longtemps caché, eh bah c'est pas totalement faux. Ces femmes qui ont caché leur identité. Être mangaka, ce n'est pas un métier facile. C'est peut-être le rêve de beaucoup de monde, mais en vrai, très peu y parviennent. Il faut se faire publier, tenir les délais, satisfaire les éditeurs, et même si vous réussissez tout ça, vous devez faire face aux critiques et aux retours du public. Quelques mauvaises notes dans les questionnaires des magazines, et au revoir, ton manga est annulé, ciao, fin de carrière. C'est ce qui est arrivé à des titres comme Time Paradox Ghostwriter, qui avait un synopsis incroyable, Marie Grave, et même Food Wars. Oui, des mangas très bons et prometteurs, mais des critiques trop virulentes ont suffi à convaincre leur magazine de tout arrêter. C'est un vrai poids pour les créateurs, et le problème, on le voit bien sur YouTube quand on est une fille, c'est que les commentaires ont tendance à être bien vénères, qu'elles fassent des danses TikTok, des vidéos construites, ou encore des vidéos sur le manga. Ainsi que ce soit pour protéger leur identité, éviter le harcèlement, les remarques déplacées, ou simplement pour ne pas qu'on s'intéresse à leur genre, les femmes mangaka sont nombreuses à prendre un pseudonyme. Récemment, on a par exemple appris d'un employé du Shonen Jump que l'auteur de Demon Slayer, Goyoharu Gotoge, était en fait une femme. Le problème, c'est que le public ne la connaît que sous les traits d'un alligator à lunettes, donc on ne sait pas grand chose sur elle. Elle ne s'est pas exprimée sur le sujet, on ne sait même pas à quoi elle ressemble en vrai. Comme quoi, même après avoir écrit le 9ème manga le plus vendu de tous les temps, 150 millions de copies vendues, elle préfère quand même rester anonyme. Et c'est loin d'être la seule à faire ça, la plus connue est Hiromu Arakawa, vous la connaissez peut-être pour Silver Spoon, et surtout pour Full Metal Alchemist, parce qu'en vrai, elle s'appelle Hiromi Arakawa. Elle a commencé chez Square Enix en 99, puis elle publiera son premier one-shot, Stray Dog. C'est du shonen et elle sait que ce sera surtout lu par des garçons, du coup elle décide de changer un caractère dans son nom pour que ça sonne plus masculin. Elle s'assure aussi d'apparaître la plus neutre possible auprès de ses lecteurs. Aujourd'hui, avec le succès de Full Metal Alchemist, tout le monde la connaît, et même si elle garde encore beaucoup de choses pour elle, son identité n'est plus secrète. Malgré tout, elle insiste pour ne pas trop apparaître en public. En interview, elle va même jusqu'à cacher son visage. Elle conserve aussi son pseudo après toutes ces années, c'est presque devenu une partie d'elle-même. De son côté, Yana Toboso, que vous connaissez pour Black Butler, protège aussi fermement son identité. Mais c'est surtout parce qu'elle est timide et nerveuse dans la vraie vie. Sur son blog, elle explique qu'elle angoisse très vite à la moindre critique. C'est pour ça qu'il est important pour elle de séparer le manga de sa vie privée. Ainsi, en plus de cacher son vrai nom et son visage, elle n'a fait qu'une seule session d'autographe de toute sa vie en y interdisant les photos. Si autant de mangaka sont aussi réservés, c'est en partie parce que c'est quelque chose d'ancré dans la mentalité japonaise. Le créateur, homme comme femme, choisit de s'effacer derrière son œuvre. Ce qui est important, ce n'est pas qui elle est, mais c'est ce qu'elle fait. Et puis surtout, quand on sait à quel point certains fans d'anime peuvent être chelous, voire carrément dangereux, c'est plutôt bien de ne pas trop s'exposer. Après tout, plusieurs mangaka racontent avoir déjà reçu des menaces de mort, comme l'auteur de Kuroko's Basket qui a reçu des substances toxiques par la poste car il parodiait d'autres séries sportives. Le pire reste le cas de Sui Ichida, auteur du génialissime Tokyo Ghoul qui s'est mangé une campagne de harcèlement massive suite à son chapitre 125. Spoiler, Kaneki et Toga finissent enfin ensemble. Le pauvre s'est fait traiter d'homophobe car il n'avait pas mis Kaneki en couple avec Hyde, son meilleur ami. En plus de tout cela, il a reçu des vidéos de fans brûlant leur tome en proférant des menaces de mort. Bonne ambiance. Perso, je serais mangaka, j'y réfléchirais à 2 fois avant de donner mon vrai nom. Mais malheureusement pour certaines mangaka, ce n'est pas un choix de cacher leur identité, c'est quelque chose qu'on leur impose. C'est par exemple le cas de Hato Sakurai, l'auteur de 2 Days et Cerberus, un harem un petit peu banal. En réalité, elle s'appelle Takako Sakurai. Un de ses anciens éditeurs l'a forcé à prendre un nom plus neutre. La raison? Parce que d'après lui, c'est repoussant de voir une femme dessiner des mangas pour garçons. Tu ne crois pas? Bon, c'est pas terrible en termes de mentalité. Mais malheureusement, c'est encore une idée très répandue, puisque les shonen sont principalement pensés pour les garçons. Certains pensent que les femmes ne savent pas en écrire. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes très talentueuses qui dessinent du shonen. On peut parler de Shinobu Otaka, la créatrice de Magi, qui a beaucoup galéré avant d'arriver à publier son premier manga. C'est également le cas de Pozuka Demitsu, la dessinatrice de The Promised Neverland, qui s'est fait connaître sur internet grâce à ses illustrations incroyables et cauchemardesques. Mais le cas le plus notable est celui de Paru Itakagi, que vous connaissez pour Beastar. Pendant longtemps, on l'a juste connue comme une femme cachée derrière un masque de poulet, mais c'est en 2019 qu'elle a révélé qu'elle était en fait la fille de l'auteur de Baki.
un des mangas les plus burnés qui soit. À côté, Beastars est disons plus accessible, enfin t'as moins l'impression de te faire péter la gueule en le lisant. Si elle a gardé le secret pendant si longtemps, c'est parce qu'elle voulait se faire connaître par elle-même, et non pas parce qu'elle était la fille d'un mangaka célèbre. Et il n'y a pas plus shonen comme mentalité, surtout que Beastars est très différent de l'œuvre de son père. Elle a clairement réussi à trouver son propre style, pour elle, c'est une manière de s'affirmer qui a complètement réussi. Ces femmes derrière les mangas de notre enfance. Si vous étiez un weeb dans les années 2000, alors vous avez sûrement connu Dick Grayman, l'histoire d'un exorciste qui se bat contre des Akuma dans un univers gothique qui a longtemps fait partie de mes mangas favoris. Sa créatrice, Katsura Oshino, se cache beaucoup moins. On sait à quoi elle ressemble, elle est active sur les réseaux et elle n'hésite pas à parler de son œuvre. En interview, elle raconte même qu'elle a fait sa première entrevue avec son éditeur alors qu'elle était en pyjama sans dormir depuis 3 jours, et elle a quand même été prise. Un premier pas dans sa carrière de mangaka qui est passé sous le signe de la passion. Dans la même catégorie des auteurs qui ont plus d'œstrogène que de testostérone, je vous présente Akira Amano, la modeste plume derrière Katekyo Hitman Reborn. Ce banger des années 2000 qui rassemblait humour, mafia et guerre de succession était un pur plaisir à suivre, un plaisir que je partage avec une fanbase extrêmement solide qui attend régulièrement un remake de l'anime. Mais par-dessus tout, la star des années 2000, c'est Jun Mochizuki, l'auteur de Pandora Hearts. Avec 5,5 millions de tomes vendus, ce délire steampunk onirique inspiré d'Alice au Pays des Merveilles s'est fait sa place en tant que classique de la décennie. Aujourd'hui on en parle un peu moins, mais la fanbase est toujours présente, surtout en France où le manga a cartonné. Mochizuki est, elle aussi, un peu moins réservée, on a même pu la voir chez nous à la Japan Expo en 2010. Elle expliquera d'ailleurs que la force de son manga, c'est d'arriver à plaire à la fois aux filles et aux garçons. À la base, Pandora Hearts c'est du shonen, il y a des combats, de l'action, des power-up, mais ce n'est pas que ça. L'intrigue, le style graphique et l'univers, eux, se rapprochent beaucoup plus de ce qu'on pourrait trouver dans les shoujo fantastiques de l'époque. Les deux personnages principaux, Oz et Jill, sont très loin des montagnes de muscles qu'on voyait dans Ken le Survivant. Au contraire, ils sont plus proches des héros de Fruit Basket ou encore de Nana, des beaux jeunes hommes sensibles qu'on avait l'habitude de voir dans des shoujo. Sur internet, certains lecteurs vont même jusqu'à qualifier Pandora Hearts de shonen pour filles. Mais bon, en soi, ça veut pas dire grand chose, il y a plein de filles qui lisent des shonen, mais c'est intéressant. On pourrait dire que la force de Mochizuki, c'est d'arriver à faire un manga qui fusionne le meilleur de deux genres. Pandora Hearts, c'est une œuvre qui mélange les publics et qui participe à faire tomber les barrières entre le shonen et le shoujo. Et justement, c'est pas la première à faire ça. Les femmes qui ont révolutionné le manga. Si on veut comprendre l'influence des femmes sur le milieu du manga, il faut retourner dans les années 60, au début du manga moderne. Ça a l'air barbant comme ça, mais je vous jure que c'est intéressant. À cette époque-là, le manga était surtout quelque chose de marketé pour les garçons. La majorité des mangaka étaient des hommes, et même s'ils ont écrit certains des premiers shoujo, ils ne les ont pas vraiment faits en pensant aux femmes. C'est ce que raconte Buichi Terasawa, l'auteur de Cobra. Avant de faire son plus grand chef-d'œuvre, il a commencé dans le shoujo, parce que son éditeur cherchait quelqu'un pour en dessiner, mais il n'était vraiment pas passionné par ça. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les flingues et les muscles. On peut dire qu'il s'est bien rattrapé avec son blockbuster. Mais à partir des années 70, de plus en plus de femmes vont se mettre à dessiner du manga. Parmi elles, on reconnaît Ryoko Ikeda, la plume derrière Lady Oscar, Sumika Yamamoto qui a fait le magnifique jeu 7 et match, ou encore le groupe Year 24 qui a posé les bases du shoujo et de la romance en manga. Ce que ces mangaka ont tout en commun, c'est leur désir de faire avancer la vision de la femme dans la société. Les héroïnes de shoujo sont souvent des filles fortes, présentes, ouvertes et qui assument leur féminité, très loin de la vision traditionnelle imposée par le Japon. C'est un genre qui pose donc des questions passées sous le tapis par la société japonaise. C'est quoi l'amour? C'est quoi être une femme? C'est autour de ces thèmes-là que le shoujo va se développer, autant dans ses histoires que dans ses dessins. Et c'est dans ce milieu qu'arrive Naoko Takeuchi, la femme du papa d'Hunter x Hunter certes, mais surtout la créatrice de Sailor Moon. En 1991, elle dessine Sailor V, une histoire de Magical Girl qui rencontre un petit succès. Rapidement, elle sera contactée par la Toei. Le studio a vu le succès inattendu des Chevaliers du Zodiaque chez les filles quelques années auparavant, et donc il propose à Takeuchi de rebooter la série sous le nom de Sailor Moon pour en faire un manga qui plaira à tous les publics. On suivra donc l'histoire d'Usagi, une jeune fille maladroite qui se trouve forcée à devenir une Magical Girl pour protéger le monde des forces du mal. Pour l'aider, elle va être rejointe par plusieurs autres filles, Sailor Vénus, Mercury, Jupiter, toute la galaxie y est passée. Et le succès est énorme, plus d'1 million de tomes vendus rien que la première année. Le manga est traduit dans 17 langues, l'anime est exporté dans plus de 50 pays, au total plus de 6 milliards de dollars de bénéfices entre 92 et 2012. C'est gigantesque. Comme Pandora Hearts, le mix entre shoujo et shonen fonctionne à merveille, et il y en a pour tout le monde. Les personnages ont tous une personnalité profonde qui permet à n'importe qui de s'attacher à elle. Très loin d'une princesse Disney, Usagi aime autant faire du shopping avec ses amis que de jouer aux jeux vidéo. À côté, Mercury est timide mais loyale, Vénus est forte mais gentille. Pour l'auteur, il n'y a pas qu'une seule manière d'être une fille. Elles peuvent être fortes ou réservées, intelligentes ou maladroites, sages ou garçons manqués, elles sont toutes des femmes à leur manière. C'est pour ça que toutes les héroïnes sont si différentes les unes des autres. Réussir
Réussir à faire passer un message aussi fort dans une histoire aussi populaire qui parle à tout le monde, c'est un vrai tour de force pour l'époque. Après, Takeuchi n'est pas la première à avoir essayé. Avant elle, une dizaine de mangaka s'étaient regroupés pour former Clamp, un collectif entièrement féminin avec pour but de repousser les limites du shoujo. Depuis la fin des années 80, elles ont publié plus d'une trentaine d'œuvres et touché à plein de genres différents. La romance bien sûr, mais aussi la fantasy, le thriller ou encore le milieu steampunk. Au fil du temps, elles ont fait du shoujo de plein de manières différentes, des fois avec beaucoup de succès. On connaît tous par exemple Card Captor Sakura, et bah ça, c'est elles qui l'ont créé. Une manière nouvelle et dynamique de faire du Magical Girl qui aujourd'hui est devenu un pilier de son genre et que tous les jeunes de mon âge adoraient regarder. En 2006, elle touche même au shonen en s'occupant du concept et des chara-design de Code Geass. 50 épisodes de mystère, de combats et des robots qui ont marqué l'histoire des années 2000. On y distingue très clairement leurs pattes, très loin des montagnes de muscles des autres shonen ou des gros militaires des autres animés de mecha. Les personnages d'animé ont tous un côté original et grandiloquent, ça rend l'histoire vraiment unique. Et face à leur capacité à multiplier les bangers dans différents styles d'histoire, certains ont même fini par les appeler les Steven Spielberg du manga. C'est ça qui est fort avec Clamp, c'est son impact culturel. À un moment, tout le monde parlait d'elle, c'était un vrai phénomène de mode. C'était vraiment la première fois qu'on voyait un groupe de femmes mangaka être mis au premier plan. Elles ont donné de la visibilité à toutes les femmes mangaka, comme une manière de dire « Hey, on existe, on fait des mangas à d'autres images, et ça marche !» Ces femmes dont vous devez lire les mangas. Encore aujourd'hui, le manga est presque exclusivement perçu comme un milieu masculin. Les héros sont des garçons, et c'est aux garçons qu'on pense en premier quand on veut vendre un animé. Mais comme on l'a vu, l'industrie de la Japanimation est beaucoup plus riche et complexe que ce à quoi on la réduit trop souvent. Le manga est quelque chose qui est apprécié par tout le monde, petits, grands, jeunes, vieux, hommes ou femmes. Au final, ce qu'on voit, c'est que le shonen, le shoujo, le seinen, ce ne sont rien plus que des étiquettes qu'on met sur des œuvres. Mais en réalité, c'est juste des genres différents que tout le monde a le droit de lire et d'apprécier. Si vous êtes une fille, il n'y a aucune honte à aimer le shonen neketsu. Si vous êtes un garçon, vous avez entièrement le droit d'aimer la romance. C'est ce que revendiquent les mangaka dont on vous a parlé. Chacune à leur manière, elles ont contribué à rendre le monde du manga plus riche et universel. A Silent Voice, Noragami, Fruit Basket, Inuyasha, Doro et j'en passe, quel que soit le genre, encore aujourd'hui, il y a des mangas incroyables faits par des femmes. Foncez découvrir leurs œuvres, ne serait-ce que par curiosité et surtout parce que c'est vachement bien. Un manga dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est l'Atelier des Sorciers de Shirahama Kamome qui a un dessin touché par la grâce, je vois pas comment le dire autrement. Ces dernières années, l'univers et la culture manga a beaucoup gagné en popularité. Aujourd'hui, c'est presque devenu mainstream. À mon avis, c'est en grande partie parce que c'est un média vaste où chacun peut trouver quelque chose qui lui plaît. La force du manga, c'est que tout le monde peut en lire et que tout le monde peut en faire.